Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Cette pratique qui consiste à travailler sur des traumatismes ou des événements vécus par nos ancêtres qui se répercutent parfois dans notre propre vie de façon inconsciente. En quoi ça consiste et comment ça marche, c'est ce que nous allons voir dans ce 124e épisode. Hello Mélanie, comment vas-tu ? Coucou Patricia, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast et sur ta chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, moi je suis très contente d'enregistrer cet épisode de podcast avec toi. Aujourd'hui, on va parler ensemble de psychogénéalogie et j'ai vraiment très hâte parce que c'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans le podcast et que je connais pas du tout. Mais avant de nous lancer là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans, je suis médium, énergéticienne et psychothérapeute diplômée à mon compte depuis 4 ans. J'ai un compte Instagram où je suis très active dessus. Mes journées sont rythmées par des guidances, des soins énergétiques. En soins énergétiques, j'aborde pas mal la notion de blocage karmique, de transgénérationnel, de vie antérieure. J'accompagne vraiment les personnes dans leur libération et dans leur éveil spirituel. Tu as plusieurs cordes à ton arc et puis tu sais faire tout plein de choses, c'est vraiment incroyable. Disons que je me suis réveillée tard et que c'était vraiment, je pense, là où je devais être, et pour rattraper mon retard, tout m'est venu d'un coup. C'est-à-dire mes sens se sont réveillés, mon envie d'éveil s'est réveillée également, et j'ai tout appris en même temps parce que ça s'est présenté à moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toutes ces casquettes, comme si je m'étais endormie et que je m'étais réveillée d'un coup et que tout ce qui dormait s'est réveillé en fait. Ouais, c'est fou. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, si tu es d'accord, de toutes les autres facettes que tu as et toutes les autres pratiques, parce que c'est vraiment très intéressant. Et concernant la psychogénéalogie, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, et pour vulgariser la chose, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste ? Bien sûr, donc la psychogénéalogie, c'est de l'ordre des ancêtres, de l'ordre de l'arbre généalogique. Donc la psychogénéalogie s'adresse à toutes les personnes qui peuvent ressentir des blocages ou des problèmes avec leur famille, mais également dans leur vie générale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, santé. C'est vraiment un outil qui est à notre disposition pour étudier l'arbre généalogique, donc les ancêtres, mais pas forcément les ancêtres lointains. Nos parents sont nos ancêtres directs. La psychogénéalogie, elle a été créée par Anne Ancelin en 1980, donc c'est quand même assez récent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le transgénérationnel, donc qui est lié à la psychogénéalogie, donc le transgénérationnel, c'est ce qu'on hérite de nos ancêtres, de nos parents. Nous héritons de beaux cheveux blonds bouclés, de beaux yeux bleus, de beaux yeux bruns, mais nous héritons également des casseroles de nos ancêtres. Et donc ces casseroles, elles nous impactent dans notre vie matérielle, elles nous impactent psychiquement, et la psychogénéalogie nous aide à nous débarrasser un petit peu de ce poids que l'on porte qui ne nous appartient pas. D'accord. Donc, en plus d'hériter des attributs physiques et en plus du caractère, on hériterait aussi des traumatismes finalement. Tout à fait, c'est ça. Et on hérite de tout ça de manière consciente, mais également de manière inconsciente. Et nous, ce qui nous intéresse en psychogénéalogie, c'est notre inconscient. Qu'est-ce que notre inconscient nous pousse à dire ou à faire sans qu'on s'en rende compte, parce que l'héritage familial nous impacte, encore une fois, de manière invisible et inconsciente. Et la psychogénéalogie sert à mettre le doigt sur cet inconscient, sur ce qu'on répète, sur les actions que l'on met en place, dont on ne se rend même pas compte dans le quotidien, qui est mis en lumière, qui est libéré pour vraiment accéder à son individualité. En psychogénéalogie, on parle de loyauté familiale, et il y a des loyautés visibles et invisibles. Alors, les loyautés visibles, parfois, même si on en a conscience, on a beaucoup de mal à les libérer.
parce que cette loyauté familiale, elle est très importante, elle est très ancrée en nous depuis des millénaires. Hein. La famille est un clan. Rappelons-nous quand même qu'il y a quelques années, la famille, c'était le clan. Il fallait s'entraider, il fallait se nourrir. On avait froid, on vivait tous dans la même pièce. Et donc, on est tous conditionnés à faire partie de ce clan et à vivre pour ce clan. Et aujourd'hui, avec les énergies qui nous entourent et les énergies d'éveil qui nous impactent tous, on se rend de plus en plus compte que nous ne sommes pas un clan, mais une personne à part entière. Et donc, la psychogénéalogie va nous aider à retrouver cette individualité et à faire des choix pour nous et rien que pour nous, pour notre bien-être. Alors, on va voir après, dans la suite de l'épisode, à quoi sert une séance et le but, finalement, d'aller consulter. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la psychogénéalogie est arrivée dans ta vie? Alors, par hasard ou pas, comme on dit, le hasard n'existe pas. Je suis tombée sur une publication sur Instagram qui parlait de la psychogénéalogie. Et comme je me suis éveillée sur le tard, parce que aujourd'hui j'ai 38 ans et mon éveil il a eu lieu il y a 4 ans, donc à 34 ans, j'ai un petit peu récupéré ces 34 dernières années où j'ai dormi complètement. Et j'ai eu ces 4 dernières années, j'ai eu affaire à de gros nettoyages énergétiques, on va dire, et je suis issue d'une famille où le transgénérationnel est très présent. Donc, avec ma pratique, j'ai appris, on va dire, à libérer un petit peu tous ces traumas, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et le transgénérationnel a été ce qui me manquait dans la compréhension de ma famille, dans la compréhension de ce que je devais libérer et dans la compréhension de ce que j'étais en train de reproduire par loyauté familiale et pour le clan de ma famille. Et cette personne, elle proposait une formation sur 5 jours que j'ai donc achetée et je me suis formée sur 5 jours. Donc dans un premier temps, durant ces 5 jours, elle nous explique bien qu'est-ce que la psychogénéalogie, comment interpréter et créer un génosociogramme. Donc le génosociogramme, c'est l'arbre généalogique tout simplement. Et ensuite, elle nous apprend à nous libérer et à libérer les autres avec des exercices concrets dans la matière, à libérer la loyauté familiale. T'es partie finalement d'un besoin et de quelque chose que tu as vu que tu avais à travailler chez toi aussi et tu t'es dit bah, c'est quelque chose que je dois transmettre parce que c'est extrêmement important. Tu as remarqué que ça t'a libéré, que ça t'a fait du bien la psychogénéalogie? Oui, tout à fait. En fait, je sentais que les soins que je faisais de libération transgénérationnelle m'ont beaucoup apporté et apportaient beaucoup aux autres, mais on travaille pas de la même manière en soins et en psychogénéalogie. Et la psychogénéalogie, c'est une approche différente pour dénouer un petit peu ce karma ou un petit peu ces blocages qui ne nous appartiennent pas. C'était vraiment une pièce du puzzle qui me manquait dans ma pratique et qui est vraiment venue à moi, encore une fois, par hasard ou pas. Et moi, ça m'a permis de comprendre des choses concernant ma relation aux hommes. Alors justement, une séance de psychogénéalogie, ça se passe comment? Parce que dans le mot, il y a psycho, donc ça ramène un peu à la psychologie. J'imagine qu'il y a finalement énormément de discussions avec la personne autour de ce qu'elle a vécu, comment elle se sent aujourd'hui, comment était son enfance. Comment ça se passe concrètement et quel est le but derrière une séance? Où est-ce qu'on va finalement? Alors c'est exactement ça. Donc déjà, une séance, ça se passe en visio parce que j'ai besoin de voir votre visage, vos expressions. J'ai besoin de voir quand vous prononcez certains mots, certains prénoms, qu'est-ce que votre visage dit parce que ça me donne déjà des indications sur ce qui est à travailler. Et oui, en psychogénéalogie, il y a le mot psycho. Pourquoi? Parce que la loyauté familiale, elle est d'abord inscrite dans le cerveau, dans la tête. Et les exercices que je donne déprogramment et reprogramment la manière de penser, les croyances et donc les énergies. Et pendant cette séance, effectivement, j'ai besoin de connaître l'enfance, le papa, la maman, les frères, les sœurs. J'ai pas besoin de remonter très loin parce que déjà, rien qu'avec papa, maman, en général, il y a matière à travailler. Effectivement, je pose des questions, mais je laisse aussi la personne parler parce que la personne m'emmène systématiquement là où il y a besoin d'aller. Elle ne se rend pas compte, mais en me parlant, elle va au cœur du problème, au cœur du nœud. Et j'ai déjà, dans les 10 premières minutes de consultation, j'ai déjà matière à travailler, j'ai déjà compris le problème.
Et donc, en général, les personnes viennent me voir avec une problématique. Et moi, s'ils n'ont pas de problématique, je leur demande « Qu'attendez-vous de la séance ?» Et on me dit « Eh bien, Mélanie, j'aimerais tomber enceinte, je n'y arrive pas. Mélanie, j'ai perdu mon grand-père il y a quelques mois, je n'arrive pas à faire le deuil. Mélanie, je sens que quelque chose est bloqué, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Ça peut être une question précise ou ça peut être un peu plus flou, un ressenti. Et la séance dure 1h30. Et en 1h30, vraiment, je peux mettre le doigt sur 1, 2, 3 blocages. Pas plus de 3 parce qu'après, je trouve que ça fait beaucoup à digérer pour la personne. Ça fait beaucoup d'exercices à faire. Ça sert à rien d'aller trop vite. Encore une fois, quand on a besoin de libérer, de conscientiser, mieux vaut prendre son temps pour que la libération se fasse naturellement. Mais dans le cas où, par exemple, je veux dire, on peut venir te consulter même si on n'a aucune connaissance de nos ancêtres. Si quelqu'un a ses parents mais qu'il n'a jamais connu ses grands-parents, est-ce qu'il peut quand même en bénéficier de ces séances? Ou est-ce qu'on doit minimum connaître son arbre généalogique sur 2, 3, 4 générations? Alors absolument pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant comme question. Même les personnes qui ont été adoptées peuvent faire de la psychogénéalogie. Pourquoi? Parce que, a priori, selon certaines croyances qui est la mienne en tout cas, l'âme choisit sa famille. Et donc, l'âme choisit aussi sa famille d'adoption et elle va aller se rapprocher vers une famille qui se rapproche le plus, on va dire, de ce qu'elle a besoin de travailler, de ce qu'elle a besoin de libérer. Dans ma croyance à moi, l'âme s'incarne pour se libérer de trauma, pour devenir la meilleure version d'elle-même et elle choisit toujours l'entourage qui va l'aider à devenir cette meilleure version d'elle-même. Donc si vous avez été adopté, vous pouvez bénéficier d'une séance. Si vous connaissez que papa, maman, que papa, c'est pas grave parce que juste avec ce que vous allez me raconter déjà de votre enfance, rien que ça, de ce que vous allez me raconter de je n'ai pas connu papa ou on m'a dit que papa était comme ci, comme ça, rien qu'avec ce que vous pensez être peu d'éléments sont pour moi une mine d'or d'informations pour travailler et pour vous libérer. Donc la personne, elle vient et elle te dit, voilà, je me sens comme ci, comme ça dans ma vie, je sais pas, prenons le domaine sentimental. Par exemple, elle te dit, je rencontre toujours les mauvaises personnes, etc. Et puis là, typiquement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir de nos ancêtres et comment tu arrives à comprendre que c'est ça et que c'est pas autre chose? Comment savoir si ça vient vraiment de nos ancêtres finalement? Je sais pas si c'est clair ma question. Je comprends ce que tu veux me dire. Si, j'ai bien compris. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai Sophie qui me consulte parce que elle n'arrive pas à s'engager dans une relation amoureuse ou en tout cas, quand elle arrive à s'engager, l'homme en face d'elle ne veut pas s'engager. Et en discutant avec Sophie, en lui posant des questions sur la grossesse de sa maman, sur son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, elle va me verbaliser que maman a toujours voulu un garçon. Et de là, moi, je vais comprendre de par ma formation que parce que la maman voulait un garçon, eh bien, peut-être que Sophie repousse les hommes puisque Sophie est une fille et qu'elle ne peut pas s'épanouir en tant que fille, en tant que femme, puisque maman a inscrit dans ses énergies, dans ses mémoires, Sophie, j'aurais voulu que tu sois un homme. Et donc forcément, ça génère une opposition avec le masculin, avec les hommes, qui font que le problème d'engagement de Sophie peut tout simplement venir du fait que papa et maman voulaient absolument un garçon. Mais papa et maman ont eu une fille, une femme. Ça peut être ça, tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose qui est répété au niveau de la famille. Si par exemple, Marie me dit que papa et maman ont divorcé, que maman s'est remariée 3 fois et que papa n'a jamais refait sa vie, que les grands-parents ont été mariés parce que à l'époque, ça se faisait comme ça, c'était plus ou moins arrangé, est inscrit dans la mémoire de cette personne, et là je parle de la mémoire énergétique, mais également de la mémoire dans sa tête, est inscrit, attention, warning, l'amour, ça s'unit mal, on divorce. Mes grands-parents ne se sont pas mariés par amour, donc cette personne, en fait, elle reproduit un petit peu la loyauté du clan qui est « je suis malheureuse en amour, je ne m'engage pas parce que on ne se marie pas par amour dans ma famille, on se marie parce que c'est comme ça. Et puis quand on arrive à se marier, regarde, papa et maman ont divorcé. Et puis maman, elle essaye d'être heureuse en amour, mais maman s'est mariée 3 fois. Et ça, en fait, ce sont des loyautés inconscientes qui sont sous nos yeux,
mais qu'on ne comprend pas et qu'on ne conscientise pas, qui sont énormément bloquantes pour nous dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on appelle « je ne me détache pas du clan ». Les femmes et les hommes de ma lignée n'ont pas été heureux en amour. Qui suis-je, moi, Mélanie, pour aujourd'hui leur montrer à tous à quel point je suis heureuse en amour? Ça s'appelle la loyauté familiale. Mais là, on prend des gens qui sont relativement proches, mais est-ce que c'est possible que moi, par exemple, je puisse encore avoir des choses qui me viennent de mon arrière-grand-mère, mais comme je ne l'ai pas connue, moi, je ne sais pas du tout, et peut-être que ma mère ou ma grand-mère ne savent pas me dire qu'elle avait, je ne sais pas, des traumatismes, parce que à l'époque, on n'en parlait pas, à l'époque, c'était tabou. Ça me paraît quand même fou. Et difficile de voir d'où ça peut partir si on n'a pas connu ces gens, par exemple, ou si on n'en parlait pas, tout simplement. Alors vraiment, dans toutes les séances que j'ai pu faire, vraiment, et j'insiste, il n'y a pas besoin de remonter à l'arrière-grand-mère. Je vous assure que rien que les frères, les sœurs, allez, à la rigueur, les cousins, cousines, papa, maman, tonton, tata, et encore, je remonte, ça suffit. Parce que c'est très rare qu'un blocage de l'arrière-arrière-grand-mère ou de l'arrière-grand-mère ne se soit tu pendant 3 ou 4 générations. Ah oui. Il faut savoir aussi que en psychogénéalogie, nous prenons en compte la notion de secret de famille parce que sachez que l'adage qui dit toutes les choses ne sont pas bonnes à dire, pour moi, est fausse parce que cela crée des secrets de famille et cela crée des blocages transgénérationnels. Donc, on part du principe en psychogénéalogie que les secrets de famille existent, que bien sûr que peut-être que le grand-père pendant la guerre a fricoté avec une femme et que peut-être même qu'il y a eu un enfant hors mariage. Bien sûr que ce sont des choses qu'on suppose et qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Et dans les exercices que je donne de libération, il y a des mots et des actions en ce sens pour vraiment aussi aller libérer la partie secrète, la partie dont nous n'avons pas discuté. C'est prévu en fait dans les exercices parce que bien évidemment qu'il y a certains secrets qui ne remonteront jamais à la surface. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les libérer. On peut, de manière intelligente, on va dire, aller à l'encontre de ce secret et libérer ce secret dont on n'a jamais parlé en fait. Et puis d'ailleurs, j'ai parfois des consultants ou des consultantes qui me le disent. Oui, alors concernant papy, on sait pas trop parce que fallait pas trop parler de ça. Bon bah là déjà, je sais qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a un secret avec papy et que il va falloir que je donne un exercice sans savoir de quoi il s'agit, mais pour dénouer ce secret et ce non-dit en fait. D'accord. Donc quand la personne elle vient chez toi et qu'elle t'expose son problème, tu commences par lui poser des questions, c'est ça? Pour comprendre son entourage, connaître sa famille, ses souvenirs. Alors d'abord, je commence toujours par mon consultant. Avant d'aller chercher papa, maman, frère, sœur, je me concentre d'abord sur mon consultant. Donc si c'est Patricia qui me consulte, donc tu t'appelles Patricia, très bien, ton nom de famille, ta date de naissance, es-tu mariée, divorcée, as-tu des enfants, quel travail fais-tu? As-tu eu des pathologies, des maladies ou des événements importants qui t'est arrivé dont tu veux me parler? Comment qualifierais-tu de ton enfance? Quelle image as-tu de papa? Quelle image as-tu de maman? Et déjà, rien qu'avec ça, je peux déjà mettre le doigt sur des choses qui sont à libérer, sur des choses qui sont à travailler. Et après, si besoin, bah, je remonte papa, maman, grands-parents. Mais il y a des séances, par exemple, j'ai fait une séance la semaine dernière. J'ai parlé que de ma consultante pendant 1h30. On a à peine parlé de papa et maman. C'est-à-dire que sur mon génosociogramme, j'ai que des infos sur ma consultante. Et je sais qu'elle va devoir refaire une séance pour qu'on aille un peu plus loin. Mais dans le génosociogramme, il ne faut pas s'attendre à vraiment avoir un arbre généalogique qui se dessine parce qu'il y a vraiment pas besoin. Rien qu'avec les informations que j'ai, vraiment, n'ayez pas peur de vous dire et j'ai pas la date de naissance de papy, de mamie et j'ai jamais connu papa et j'ai été adoptée. C'est pas grave. Rien qu'avec ce que vous allez me raconter, parce que finalement, c'est vous qui allez me parler durant la séance. Je sais déjà, grâce à ma formation et à mon expérience, où vous voulez m'emmener et où je dois vous aider à travailler. Et j'aimerais souligner aussi que je ne mets pas le doigt sur des blocages que je vois, mais dont vous ne me parlez pas. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de voir des coquilles, mais si vous ne me faites pas allusion à ce blocage,
Je n'en parle pas parce que ça veut dire qu'il n'est pas conscientisé et que ce n'est pas le moment pour vous d'aller le libérer. D'accord, donc tu vas vraiment au rythme de la personne. Tout à fait. Je vais au rythme de la personne et il se peut qu'en 1h30, la personne, j'ai vu qu'un seul blocage, comme j'en ai vu 3, comme j'en ai vu 2. Je vais au rythme de la personne en face et ça m'arrive aussi de couper la séance parce que je vois que la personne émotionnellement c'est difficile parce qu'il faut savoir que la visio que je fais, ça fait énormément remuer les énergies. La conversation que j'ai avec la personne fait déjà office de libération. Il y a une première libération qui se fait. Et si je sens que la personne, elle en peut plus, je stoppe et on reprend la séance quelques jours, quelques semaines plus tard. Je la coupe en deux, en fait, tout simplement. C'est important en psychogénéalogie que je sois à votre écoute, que je respecte votre rythme et votre besoin. C'est vraiment vous qui guidez la séance et c'est vous, sans le savoir, qui me guidez vers le blocage. Et donc, durant la séance, tu vas établir ce que tu as dit, c'est un génosociogramme? Le génosociogramme, c'est l'arbre généalogique avec les infos. C'est-à-dire que sur un arbre généalogique, nous avons nom, prénom, date de naissance, date de décès. Sur le génosociogramme, on a, on va dire, les moments importants de la vie. À quel âge on a eu le premier enfant. D'ailleurs, l'ordre de la fratrie est très importante dans la psychogénéalogie. Je vous demande toujours quelle est votre place dans la fratrie. Je prends en compte, évidemment, les bébés qui n'ont pas pu voir le jour, les IVG, les dénis de grossesse, absolument tout est pris en compte et tout laisse une mémoire positive ou négative dans notre énergie, dans notre tête. Et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises où c'est essentiellement de la conversation, des réponses aux questions et tu utilises vraiment que le génosociogramme? Vous parlez, moi je vous écoute et je dessine. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai un génosociogramme qui est dessiné, que je peux vous envoyer d'ailleurs si vous en avez envie. Il y a des couleurs à l'intérieur, je mets des couleurs. Par exemple, quand on parle du travail, j'aime bien mettre du vert. Quand on parle du mariage, j'aime bien mettre du bleu. Moi, j'écris et vous parlez, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Si je sens qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à me dire ou à conscientiser, je pose la question qui va vous amener à conscientiser et à me dire ce qui doit être travaillé. Mais vous n'écrivez pas, vous me regardez, on va dire, écrire, et moi j'écris, c'est moi qui dessine votre génosociogramme. Ok, donc ouais, il n'y a que cet outil-là finalement. Mais comment les personnes, ensuite, quand elles rentrent chez elles, est-ce que tu leur donnes des exercices? Comment est-ce qu'elles peuvent travailler finalement ces blessures, ces traumatismes? Alors tout simplement, un deuil qui n'a pas été fait peut être très bloquant au niveau des énergies parce que par loyauté pour cette personne, je n'arrive pas à être épanouie dans ma vie parce que je n'arrive pas à faire le deuil et à laisser partir cette personne. Donc tout simplement, un exercice de deuil. Je vois avec vous quelle est votre pratique. Est-ce que vous aimez enterrer? Est-ce que vous aimez brûler, incinérer? Je discute avec vous de votre manière de voir le deuil et je vous fais tout simplement reproduire un vrai enterrement en fait, hein, tout simplement. Hein. En fait, le but, c'est de duper le cerveau. Le cerveau a besoin de croire que ce qui se passe à l'instant que je vous donne l'exercice est réel et vient de se passer. Le cerveau a besoin de croire que la personne vient de décéder et en fait, on peut reproduire tout simplement un enterrement, encore une fois, une incinération, peu importe en fonction de votre croyance, pour que le cerveau comprenne que ça y est, le deuil de cette personne est faite et que la personne n'est plus là et qu'on peut avancer et laisser cette personne derrière nous, même si bien sûr elle sera toujours dans notre cœur. Ah ouais, c'est intéressant. Mais ça, c'est dans le cas d'un deuil, mais est-ce que tu aurais un autre exemple d'exercice dans un autre contexte? Oui, alors par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à être heureux dans sa vie professionnelle parce que on reprend la société de papa et maman de génération en génération. Donc ça, c'est typique d'une loyauté familiale. Par exemple, eh bien, cette personne qui me dit, Mélanie, tu comprends, j'aimerais bien arrêter, mais je peux pas parce que papa, maman, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis tu comprends, ça fait des années, des générations. Je veux pas être la personne qui casse un petit peu cette société. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, je donne une déprogrammation et une reprogrammation du cerveau. C'est un texte qui est préécrit, on va dire. J'ai un brouillon
Et à chaque fois, je fais rajouter des mots et des phrases en lien avec la problématique. Donc là, en l'occurrence, nous parlerons du professionnel. C'est un exercice qui est à écrire. C'est un exercice qui est à faire 3 fois avec minimum 48 heures d'écart. Et en fait, on va écrire tout simplement avec la main opposée de la main d'écriture. Parce que quand on écrit avec notre main habituelle, le cerveau, il est dans sa zone de confort, il comprend ce qu'on est en train d'écrire. Quand on change de main, le cerveau, il sait plus où il en est, il est perturbé, c'est pas sa main d'habitude. Et en fait, ça le déprogramme parce que il n'ingurgite pas ce qu'on écrit puisque c'est pas sa main où il est dans sa zone de confort. Et une fois que cet exercice est fait, si vous êtes à l'aise avec le feu, je fais brûler le papier. Si c'est pas le cas, on trouve une autre solution. Et ça, c'est un exercice qui peut, au premier abord, payer pas de mine. Et pourtant, c'est un des exercices les plus puissants que je vous donne à faire. Et à chaque fois, vous êtes tous très étonnés du résultat qui, en plus, se voit très, très vite dans la vie et de la puissance de l'exercice. À chaque fois que vous faites cet exercice, quasiment tous, vous me dites que vous avez ressenti des choses dans votre corps, que dans les jours qui ont suivi, il s'est passé des choses en lien avec la problématique. Donc voilà, par exemple, ça c'est 2 types d'exercices que je peux donner, mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Je travaille aussi avec des photos de famille, de défunts, des photos personnelles. Je travaille aussi en vous faisant marcher, en faisant des exercices physiques. Il y a plein de petits exercices comme ça dans le quotidien qui vraiment ont un impact incroyable sur les blocages de la lignée familiale. C'est incroyable ces exercices. Par moments, ça me fait presque penser, tu sais, à des petits rituels que tu ferais à la pleine lune ou à la nouvelle lune. C'est ça. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant. C'est juste que tu t'accordes ce temps où tu ritualises quelque chose pour que vraiment tu le rendes presque sacré, où tu as l'impression qu'il y a presque quelque chose de magique. Donc finalement, tu donnes quelque chose au cerveau de tangible pour qu'il visualise mieux. Et ça rend ce rituel d'autant plus magique, quoi, je dirais. C'est ça. Et au-delà du cerveau, dans ma croyance, encore une fois, à moi, je vous expose dans ce podcast ma croyance et vous êtes libre d'y adhérer ou non. Je vous rappelle que par loi d'attraction, nous émettons des intentions et au-delà de duper notre cerveau, de lui montrer que c'est nous qui commandons et pas lui, nous émettons en faisant ce genre d'exercice une intention qui est très forte à l'univers. Et donc l'univers, il peut que nous aider en retour à dénouer énergétiquement ce blocage, puisque en écrivant, en prenant une photo, en faisant un exercice physique, on montre à l'univers notre détermination de retrouver notre individualité et de quitter ce clan qui ne nous correspond pas. Et dans ces moments-là, l'intention, elle est tellement forte que l'on y croit ou non, que l'on appelle l'univers Dieu, la source, la lumière, les anges, peu importe la dénomination, vous ne pouvez à ce moment-là qu'être entouré d'amour, de lumière, et vous ne pouvez que voir votre intention se résoudre, parce que c'est tellement fort de poser dans la matière une intention, de montrer votre détermination, que quand vous ferez le rituel en question pour vous libérer, vous aurez et un acte dans la matière, dans votre cerveau, et un acte dans l'invisible. Et j'aime aussi vous faire travailler ce genre de choses parce que ça vous rappelle votre pouvoir d'auto-guérison. Vous avez tous et tout en vous un pouvoir d'auto-guérison. Vous n'avez pas toujours besoin de quelqu'un pour vous aider à vous libérer. Moi, je vous accompagne, mais je ne vous libère pas. C'est vous, par l'exercice, qui allez vous libérer tout seul et toute seule, comme des grands, parce que vous en êtes capable. Et ça, c'est important de vous rappeler que cette capacité d'auto-guérison, elle est en chacun de nous. Il faut juste vous le rappeler et parfois vous y accompagner, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à remettre un petit peu notre pouvoir et notre guérison dans les mains de praticiens, de professionnels. Alors c'est très bien, parce qu'on en a besoin parfois, mais parfois on a tout déjà en nous et on n'a pas forcément tout le temps besoin, dès qu'il y a un problème, de courir vers un professionnel. Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaye de transmettre à travers ce podcast, finalement. C'est qu'il y a énormément de pratiques de nos jours. C'est très riche, très varié. On peut avoir la psychogénéalogie, comme on peut avoir les oracles, le tarot, l'hypnose, enfin tout ça. Et puis au final, ce ne sont que des outils
qui peuvent nous aider à nous développer, à apprendre à nous connaître, à nous guérir. Mais au final, tout part de nous. On peut pas se dire ah oui mais après on va devenir accro, etc. Ben non, c'est à nous de prendre notre vie en main et puis d'utiliser ces outils à bon escient. C'est comme finalement quand vous allez chez le médecin et qu'il vous prescrit un médicament avec des doses. C'est à vous de décider après si vous voulez prendre ces médicaments ou pas, hein. Je veux dire, il ne va pas contrôler que vous le faites à la maison. Vous pouvez aussi très bien prendre le double des doses et puis il ne saura pas. Tout, au final, vient de nous et c'est notre responsabilité de prendre les choses une à une, correctement, et d'en tirer le meilleur finalement. C'est ça, tout est dans vos mains. C'est ça. Et je rappelle aussi que vous avez votre libre arbitre. Et même si j'ai été formée, même si j'ai des ressentis, si je dis moi ou quelqu'un d'autre quelque chose qui ne résonne pas en vous, ne le prenez pas. C'est important d'écouter ce qui résonne en vous parce que finalement, je sais que c'est très bateau, mais la réponse est en vous. La réponse, elle n'est pas dans le thérapeute que vous allez consulter. De même, ça ne sert à rien de multiplier les soins parce que il faut laisser à votre corps, à votre cerveau et à vos énergies le temps d'intégrer ce qui a été libéré. Quand vous allez au sport, si le lundi vous travaillez les bras, le mardi vous ne retravaillez pas vos bras parce que votre muscle il a besoin de se reposer. C'est pareil en soins énergétiques ou en accompagnement thérapeutique. Si vous faites une séance le 1er janvier, vous pouvez pas refaire une séance le 2 janvier, le 5 janvier ou le 20 janvier. En énergétique, il faut toujours attendre. Moi, je laisse au moins un mois parce que rappelez-vous que dans l'invisible, les horloges n'existent pas et que 5 minutes pour nous, dans l'invisible, les 5 minutes n'existent pas. On ne sait pas dans l'invisible 5 minutes à quoi ça correspond. Donc, laissez bien le temps à vos énergies et à vous, en tant qu'être vivant, de conscientiser ce qu'il vient de se passer et ce qu'il vient d'être libéré. Plus vous allez répéter de séances et plus vous allez vous perdre énergétiquement, moins vous allez intégrer, ça va faire l'effet inverse. Oui, c'est très important ce que tu dis, ne pas se surcharger, on a le temps, on va à notre rythme, on est là pour évoluer et puis ça prendra le temps que ça prendra. Et puis d'ailleurs, concernant cette question, je crois qu'on avait déjà à peu près répondu, mais à qui s'adresse finalement la psychogénéalogie? Ben, c'est donc à toutes les personnes qui se disent « Ah tiens, c'est bizarre, je répète peut-être un schéma, c'est étrange, ce genre de choses qui se répètent dans ma vie, j'arrive pas, je suis bloquée, etc. » Oui. Alors, j'aimerais aussi rappeler que ça ne s'adresse pas aux personnes qui ont des maladies psychologiques. Ça ne s'adresse pas, par exemple, aux personnes schizophrènes parce que ça relève du médical et que je ne suis pas médecin et que un thérapeute, un médium n'est pas médecin, sauf s'il est diplômé en médecine, évidemment. Donc, toute personne qui a une pathologie psychologique, je déconseille très fortement une séance. Mais si vous avez eu du mal, encore une fois, à faire le deuil de quelqu'un de votre famille, si vous êtes une femme ou un homme et que vous avez du mal à devenir parent, si y a des schémas qui se répètent dans votre famille, du style le veuvage, problème d'argent, s'il y a un blocage conscient ou non, parce que peut-être que vous êtes appelé par la psychogénéalogie, mais sans savoir le pourquoi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une problématique bien ciblée pour aller voir un praticien. Vous pouvez tout simplement dire, voilà, je ressens que j'en ai besoin, je suis appelée, mais j'avoue que je ne sais pas trop où chercher, je ne sais pas trop quoi regarder. Et là, le praticien va vraiment vous poser les questions et il mettra le doigt sur le pourquoi vous êtes venu à lui. Ouais, ok, c'est très clair. D'ailleurs, est-ce que tu aurais des anecdotes que tu aurais envie de nous partager sur des séances que tu as eues Alors, moi, j'ai eu des séances, j'en ai eu une hyper forte. D'ailleurs, c'était quand j'ai commencé. J'ai une dame qui est venue me consulter pour un problème amoureux. Bon. Elle me dit, voilà, Mélanie, ma vie sentimentale est bloquée, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant, je ne comprends pas, je me sens bien dans ma vie, je gagne très bien ma vie, mon travail me plaît, j'ai de bonnes relations avec mes parents et pourtant je suis seule. Bon, très bien, donc je commence à lui poser des questions basiques, le nom, le prénom, la date de naissance, le métier,
Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle est venue à me parler de son meilleur ami d'enfance, alors que on était sur un sujet professionnel qui n'avait rien à voir. Donc, vous voyez, comme quoi vous m'amenez tout seul vers la problématique. Et elle me dit, voilà Mélanie, il y a pas longtemps, je pensais à mon meilleur ami qui est décédé dans un accident de voiture lorsque j'avais 24 ans. On sortait de boîte de nuit. Et puis, il y a eu un accident sous mes yeux. Je le suivais avec la voiture de derrière. Et puis là, elle se met à pleurer en sanglots, mais vraiment comme si c'était arrivé hier, alors que ce fait est arrivé à ses 24 ans et qu'aujourd'hui, elle en a 40. Et donc, j'ai bien compris que si elle était malheureuse en amour, c'est parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de cette amie. Et d'ailleurs, elle me l'a très bien verbalisé. Elle m'a dit, tu comprends, c'est de ma faute. Il avait bu et je l'ai laissé conduire. Je n'aurais pas dû le laisser prendre sa voiture. Et en fait, le poids de cette culpabilité qu'elle avait concernant ce meilleur ami qui est décédé, qui est donc un homme hein, quand même, fait qu'elle ne s'autorisait pas dans son inconscient d'être heureuse en amour avec un homme. Et durant cette séance, donc bon, moi je suis médium, tous les thérapeutes ne le sont pas, mais il est venu nous voir durant la séance. Et je l'ai ressenti avec moi et je lui ai fait passer un message avec des mots très propres à ce monsieur, avec une situation qu'ils ont vécue tous les deux dont elle m'avait pas parlé. Et déjà, rien que cette canalisation, ça l'a apaisée. Elle se sentait apaisée de savoir qu'il ne lui en voulait pas. Et ensuite, je lui ai fait faire le fameux exercice de deuil qu'elle a fait, qui a été difficile pour elle, mais elle l'a laissé partir. Et 8 mois après, elle a rencontré quelqu'un et là, elle est enceinte de son premier enfant. Et alors, quand j'ai ce genre de retour, mon cœur est plein d'amour et j'ai tellement de gratitude de faire ce métier que je suis remplie d'amour de ce genre de retour. Ça m'a donné les frissons, ton histoire. C'est incroyable comme... C'était magnifique. J'ai vécu une séance ce jour-là, mais comme tu le dis, incroyable, vraiment. Et même cette femme, elle m'a dit, mais Mélanie, je ne pensais pas que de ne pas avoir fait le deuil de mon ami était un si grand poids pour moi dans ma vie et sur mes épaules. Je ne pensais pas que c'était ça qui était responsable de mon blocage dans ma vie amoureuse et sentimentale. Et finalement, on voit que c'est là que tes différentes facettes, tes différentes casquettes peuvent t'aider et puis sont très complémentaires les unes avec les autres, vu que ta médiumnité a complété cette séance. Et ouais, c'est comme si elle savait, en fait, cette dame, qu'elle savait que tu étais la meilleure personne pour elle à ce moment-là, et puis voilà, qu'elle s'est sentie appelée par ce que tu proposais finalement. C'était génial et elle me suivait sur Instagram, elle aimait mes énergies. Et c'est pareil pour vous, si vous suivez quelqu'un, si vous aimez ses énergies, mais allez-y, si vous êtes appelé sans savoir, faites. Ça peut que vous faire du bien et si vous estimez que la séance n'a pas servi, entre guillemets, au pire des cas, vous aurez une leçon qui sera la vôtre à ce moment-là, mais n'ayez pas peur d'aller vers des praticiens qui vous appellent sans raison. On n'est pas obligé toujours de consulter pour quelque chose de précis. Et vraiment, j'insiste, mais il y a des choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont énormément bloquantes dans notre vie, en fait, de tous les jours. Et puis, je vais pas trop m'étendre parce que sinon, je vais pouvoir en parler pendant des heures. Mais rien que dans le prénom, je vous donne un petit tips. Alors, attention, toutes les personnes au prénom composé ne seront pas concernées, mais par exemple, les personnes qui ont des prénoms composés, souvent, se cachent derrière un enfant qui n'est pas venu au monde, le deuil d'un enfant qui n'a pas été fait. Par exemple, Marie-Cécile, Marie, c'est le premier prénom et Cécile serait potentiellement le prénom d'un bébé dans la lignée qui n'a pas survécu et en fait, prénom perpétué pour continuer de faire vivre ce bébé qui n'a pas survécu dans le prénom de la personne qui s'est incarnée. Ça, par exemple, c'est un tips. Mais encore une fois, pas d'affolement. C'est pas parce que vous avez un prénom composé que ça y est, tout de suite, faut courir chez un praticien. Non. Mais ce petit tips que je vous donne, eh bien, ça peut tout simplement montrer des problèmes de fertilité, des problèmes d'enfants morts-nés ou de bébés qui décèdent quelques mois, quelques années après la naissance. Voilà, il y a des petites choses comme ça que nous on repère. Par exemple, pareil, n'allez pas appeler, si vous connaissez un Christophe, ne courez pas de l'appeler. Mais par exemple, Christophe, dans Christophe, il y a Christ. Et ce sont par exemple des prénoms très souvent avec connotation blocage religieux, connotation
de sacrifice. Voilà, c'est des petits tips comme ça qu'on apprend nous en formation, où quand vous me parlez, voilà, papa s'appelle Christophe. Bon, déjà j'ai une belle piste. Moi, je m'appelle Mélanie, ma sœur s'appelle Anne-Sophie, pareil, j'ai une piste en fonction de votre problématique. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de remonter à grand-père, grand-mère. Rien qu'avec ce que vous me dites, j'ai vraiment matière à travailler. Ah ouais, donc tu travailles aussi avec les prénoms. Le prénom ou le nom vont déjà te donner des indications. Tout à fait. Par exemple, les prénoms avec deux L. Deux L, L-A-I-L-E-S, les ailes d'ange. C'est souvent des prénoms de personnes qui sont venues s'incarner comme anges sur terre pour aider les autres. Donc attention au syndrome du sauveur, attention à l'oubli de soi. Et on a encore cette notion aussi de bébé ange, donc potentiellement de problèmes de fertilité, de problèmes en lien avec la mère aussi. Voilà, rien qu'avec les prénoms, je peux tout simplement avoir des indications. Et pour ma part à moi, par exemple, j'ai vu, parce que je ne m'en souvenais plus, que mon grand-père est né un 18 octobre et qu'il est mort un 18 août. Et j'arrêtais pas de voir 18h18 pendant plusieurs semaines. Et même avec ma médiumnité, c'était en train de me rendre dingue parce que je me disais, mais Mélanie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'ai fait ma formation, eh bien, j'ai compris avec la date de naissance et de décès de mon grand-père que j'avais quelque chose à libérer dans la lignée paternelle, dans la lignée au niveau des hommes. Ah ouais, mais ça veut dire que donc à la naissance, tu reçois un prénom qui au final va déjà te donner une sorte d'orientation, un Oui, bagage. tout à fait. Et alors, le must du bagage, alors si vous avez le prénom de votre grand-mère, alors là, on est au top dans le transgénérationnel. Vous pouvez être quasi sûr que vous avez récupéré les casseroles de mémé ou de mamie. Ça, c'est the signe. Et d'ailleurs, tiens, je rebondis. Sachez que les deuxièmes prénoms et troisièmes prénoms que vous donnez à vos enfants sont très importants et ils ont une charge énergétique. Donc, si par exemple, vous donnez à vos enfants le deuxième et troisième prénom de la grand-mère ou du grand-père, eh bien, vous avez des chances que l'enfant, en fait, répète des schémas positifs et négatifs du grand-père et de la grand-mère. Et par exemple, moi, je m'appelle que Mélanie et heureusement parce que quand je vois tout ce que j'ai dû nettoyer, je dis merci papa et merci maman de ne pas m'avoir donné les prénoms des deux grand-mères parce que j'en ai assez comme ça. Mais faites attention aux prénoms que vous donnez ou étudiez les prénoms que vous avez. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce prénom? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que le grand-père ou la grand-mère a vécu que je reproduis de mon grand-père et de ma grand-mère? Ah ouais, donc du coup, tous les gens qui ont plusieurs prénoms, ils vont avoir du boulot à regarder ce qui se cache derrière. Alors, en général, oui, mais attends, mais pas toujours. Mais bon, j'aime pas faire une généralité, mais quand même, de mon expérience, les personnes qui ont des deuxièmes et des troisièmes prénoms, ils ont du lourd en mémoire transgénérationnelle, mais n'allez pas courir, appelez votre copine Mireille, Paulette, Martine, et lui dire oh là là, t'as les deux prénoms de tes grand-mères. Non, il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler ce genre de choses. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de mettre le doigt sur ce genre de choses. Alors on les laisse tranquilles. Ça sert à rien d'aller leur dire. Par contre, vous, si ça vous appelle, allez voir votre passeport, votre carte d'identité ou allez étudier grand-père, grand-mère. Oui, vous, si vous êtes appelé par ça, bien sûr que vous pouvez étudier plus en profondeur. Donc en fait, ça voudrait presque dire que voilà, si on est sur le point d'avoir un enfant ou qu'on compte en avoir, faut presque faire attention aux prénoms qu'on compte leur donner. Et je sais pas, est-ce qu'on devrait presque mener des recherches à ce sujet et puis, par exemple, éviter de donner des noms qui ont déjà été dans la famille. Est-ce que ça serait mieux de donner, je sais pas, des prénoms autres? Parce que ça veut dire que les enfants, typiquement, qui ont un prénom qui ne vient pas de la famille puis qui a été donné comme ça, ils ont un impact différent? Alors en général, l'enfant qui a un prénom qui n'a rien à voir avec la famille, c'est celui qui va sortir du lot. Ça va très souvent être ce qu'on appelle le vilain petit canard, celui qui fait pas comme tout le monde, celui qui n'est pas d'accord avec sa famille, celui qui va mettre le coup de pied dans la ruche pour faire bouger les choses dans la famille. Moi, par exemple, je sais que je ne mettrai pas de deuxième prénom à mes enfants, mais pour rebondir sur ce que tu dis, dans ma croyance, encore une fois,
Ce n'est pas nous qui choisissons le prénom de notre enfant, même si on en a l'impression. C'est l'enfant qui choisit son prénom quand il s'incarne avec ses parents. Donc, même si tu fais tes recherches sur Internet, même si tu te dis, ah non, pas ce prénom, parce que celui-là, oulala, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non, non, je vais plutôt choisir celui-là. Ne t'inquiète pas, il aura quand même ses casseroles à nettoyer, il aura quand même son petit nœud transgénérationnel qui va l'enquiquiner et il te fera quand même dire le prénom que lui aura choisi. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un problème avec leur prénom, bah, ce sont des personnes aussi qui ont un problème d'incarnation, qui se sentent pas à leur place, qui savent pas où aller, qui ne savent pas qui ils sont. Pendant très longtemps, je n'ai pas aimé mon prénom parce que j'avais de grosses choses à régler avec mon père, ma mère, ma famille. Parce que comme c'est eux qui m'ont donné ce prénom, bah peut-être aussi que je rejetais mon père et ma mère et que la façon de les rejeter était de détester mon prénom. Et plus je me suis réconciliée avec ma famille, alors quand je dis réconcilier, c'est dans le sens pardonner un petit peu l'éducation que j'ai reçue, pas forcément me réconcilier avec quelqu'un. Et plus j'ai aimé mon prénom et aujourd'hui j'aime mon prénom. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a 1 an, bientôt jour pour jour, je suis allée à la mairie et j'ai changé mon nom de famille et j'ai mis le nom de famille de ma mère et de mon père. Pendant très longtemps, j'ai renié le nom de famille de mon père, j'ai porté en nom d'usage que celui de ma mère. Et avec tout le travail que j'ai fait sur moi, eh bien, je me suis réconciliée avec mon père et la famille du côté de mon père et je porte aujourd'hui officiellement les 2 noms. C'était important pour moi de porter les 2 noms. Ah ouais, ça devait vraiment être un beau moment pour toi où tu t'es dit, ça y est, j'ai libéré, j'ai pardonné, j'ai compris ce qui s'est passé, et puis où tu peux enfin incarner finalement ce nom de façon sereine et complètement en paix. Exactement. Et merci la psychogénéalogie et pas que, hein, mais même votre prénom, par exemple, tu t'appelles Patricia. Il y a des personnes qui pourraient dire non, non, mais je préfère Pat. Bah, tu vois, les personnes qui ont un petit surnom, par exemple, ouais, ou un diminutif, sont très souvent des personnes qui n'aiment pas leur prénom et qui ont des choses à régler avec eux-mêmes, en fait. Hein. Si tu t'appelles Patricia, on t'appelle Patricia et pas Pat ou Papatou, tu vois. C'est une manière, en fait, indirecte de rejeter une part de toi et de rejeter peut-être aussi ta famille qui t'a donné ce prénom. Ah, ok. Et puis, les noms de famille, j'imagine aussi qu'ils ont leur impact. Tout à fait. Les noms de famille ont leur importance. D'ailleurs, alors là, j'ai pas d'exemple, mais parfois un nom et un prénom ou un prénom et un nom, quand on le dit à haute voix, il peut y avoir des connotations d'inceste, il peut y avoir des connotations d'abondance, de travail. C'est dommage, là, j'ai rien qui me vient, mais quand vous dites un prénom et un nom, bah, il y a des fois, ça peut vous faire penser à quelque chose et le blocage, il est déjà dans le nom et dans le prénom. Oh là là, mais j'ai vraiment encore 1000 questions à te poser, mais ça fait déjà un moment qu'on discute et il va falloir qu'on clôture l'épisode. Mais est-ce que tu aurais éventuellement des lectures à recommander aux auditeurs qui nous écoutent, qui auraient envie d'approfondir davantage ces sujets? Alors, moi, je conseille les ouvrages d'Anne Ancelin. Il faut savoir que la psychogénéalogie, c'est quand même un sujet qui est dense. Quoi que vous alliez choisir comme livre, c'est pas très digeste et ça ne se lit pas comme un roman. Ça se lit 10 pages par 10 pages ou chapitre par chapitre. On ferme le livre, on digère et on relit. C'est quand même des lectures qui sont très techniques, très poussées. Vous trouverez votre bonheur sur Internet aussi, tout simplement. Il y a plein d'articles sur Google qui sont très intéressants à lire et qui sont concis. Au niveau des ouvrages, si la symbolique des prénoms vous a intéressé, si ça vous intrigue, vous avez l'ouvrage, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, d'Annie Tranvoise Cantel. Il y a la symbolique des prénoms transgénérationnels masculins, donc c'est le tome 1, et féminin qui est le tome 2. Ce sont des livres qui font presque 500 pages. Et vous pourrez trouver la symbolique de votre prénom aux yeux de cette personne. Alors, pour avoir lu le mien et pour avoir lu ceux des personnes qui m'ont consulté, c'est quand même assez impressionnant comment ça correspond. Je mettrai dans tous les cas le nom des auteurs et des livres que tu as mentionnés en barre de description.
Et puis, voilà, nous, on a parlé vraiment durant un bon moment. Mais si vous, qui nous écoutez, avez apprécié cet épisode et que vous avez envie qu'on en fasse un second avec toujours dans la psychogénéalogie, mais sur les autres facettes qu'on n'a pas du tout abordées, mais qui sont extrêmement intéressantes, n'hésitez pas, laissez un like, déjà rien que pour remercier Mélanie qui est venue nous parler. Et puis voilà, pour soutenir le podcast, c'est important. Et puis laissez un commentaire peut-être, évidemment, si vous avez aussi envie de partager quelque chose à ce sujet. Mais en tout cas, je pense qu'on serait vraiment partantes toutes les deux pour réaliser un second épisode. Avec grand plaisir, un deuxième épisode où je vais pouvoir plus vous expliquer les mémoires bloquantes, l'impact sur votre vie. Il y a moult mémoires dont je peux parler. J'ai encore plein de choses à vous dire. J'ai vraiment essayé d'être concise pour que vous restiez avec nous, pour que ça soit pas trop lourd, barbant, parce que je sais que parfois ça peut être vraiment très technique, mais vraiment, si vous avez envie que j'aille un peu plus loin, n'hésitez pas à nous le dire, à liker le podcast et avec très grand plaisir pour une deuxième session où on rentre un peu plus dans le vif du sujet et dans le détail d'un blocage. Ouais, donc c'est vraiment nécessaire d'en faire un second. Et puis pour conclure, Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs si on veut te suivre ou bien te contacter éventuellement pour une séance? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Clés en Toi. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet, lesclésentoitoutattaché.fr. D'ailleurs, j'ai créé un oracle Tiamo, un oracle sentimental, que vous pouvez aussi retrouver en boutique ou sur mon site Instagram. Je pense que peut-être que Patricia, elle mettra un lien, ou sinon moi je commenterai, vous me verrez Mélanie Boca, Les Clés en Toi. Comme ça, si vous voulez cliquer sur le commentaire, vous pourrez me retrouver. Et avec grand plaisir, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, même si nous n'avons pas rendez-vous, vous pouvez m'écrire et c'est avec grand plaisir que je répondrai à des questions un peu plus pointues. Voilà, donc tout sera en barre de description avec tes différents réseaux. Et puis, en tout cas, Mélanie, je te remercie vivement d'être passée sur le podcast pour partager avec nous ce que tu connais et puis ta pratique de la psychogénéalogie. J'espère te revoir bientôt pour un second épisode. Eh bien, merci à toi d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée sur ta chaîne, que j'aime beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère... encore une fois, ne pas vous avoir perdu. J'espère avoir été claire et j'espère vous avoir apporté déjà quelques pistes de travail ou de réflexion. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, Patricia. Vous venez d'écouter l'épisode sur la psychogénéalogie enregistré avec Mélanie. Je me permets de rajouter un petit point parce que Mélanie m'a recontacté par la suite pour me dire qu'elle avait oublié de mentionner une référence très intéressante. Il s'agit d'une série qui s'appelle Le chemin de l'Olivier qui est présente sur Netflix. Il y a actuellement 2 saisons. La deuxième est sortie il n'y a pas longtemps. Et pour avoir vu la première aussi il y a quelques mois, je vous la conseille. Elle est vraiment très très intéressante et elle parle justement de la psychogénéalogie, des noms dits dans la famille qui peuvent rester dans les générations futures. C'est vraiment une excellente série, donc voilà, c'est la référence que Mélanie avait oublié de préciser quand on a enregistré. Sinon, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun épisode. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.